Mon fils m'a envoyé un message texte alors que j'étais au comptoir d'un magasin, faisant glisser ma carte de crédit pour un cadeau de 4 500 € pour sa maison de campagne. Le texte disait « Papa, cette croisière est réservée à nous trois. Manon pense, tu es trop âgé et tu nous retarderais. Uniquement la famille. » Il a envoyé cela au moment précis où je réglais l'achat du bois de teck pour sa future terrasse. Il avait omis un détail crucial. J'avais co-signé le prêt immobilier de la demeure d'où il m'écrivait. Par conséquent, je n'ai pas simplement annulé la croisière. J'ai annulé l'intégralité de son mode de vie et, croyez-moi, il ne s'y attendait absolument pas. Avant de vous détailler comment j'ai légalement expulsé mon propre fils de la maison que j'avais financée, indiquez-moi dans les commentaires d'où vous me suivez. Likez et abonnez-vous si vous avez déjà dû rappeler à quelqu'un qui est véritablement aux commandes. J'étais donc au comptoir d'un négoce de bois à Aix-en-Provence. L'atmosphère était imprégnée de l'odeur de la sueur et du cèdre onéreux. C'était un parfum que j'avais chéri pendant 40 ans en tant qu'entrepreneur général du bâtiment, mais ce jour-là, il n'avait que l'odeur de l'argent. Ma carte American Express Platine, fruit de décennies de travail acharné sous les averses, était insérée dans le lecteur de cartes. La caissière, une jeune femme prénommée Chloé qui me saluait par mon nom, attendait le signal sonore avec un sourire. Derrière moi, Stéphane, mon maître charpentier, trépignait d'impatience en consultant sa montre. Nous avions des délais à respecter. Le camion, moteur tournant, attendait dehors, prêt à être chargé de près de 200 mètres carrés de teck de la plus haute qualité. Il ne s'agissait pas de simple bois de pin. C'était le type de matériau que l'on retrouve sur les yachts de luxe. Un investissement de 4 500 € en bois, destiné à la terrasse arrière de la maison de mon fils, Léo. Depuis des mois, Léo se plaignait de l'insécurité de l'ancienne terrasse pour ma petite fille. Il prétendait vouloir un espace pour les barbecues familiaux estivaux. Il prétendait vouloir un lieu où je pourrais me balancer dans mon fauteuil à bascule en admirant le crépuscule sur le paysage provençal. Et je l'avais cru. Je l'avais toujours cru. Telle est la faiblesse d'un père qui se souvient de son fils, si petit qu'il tenait dans le creux de son bras. On oublie qu'il grandisse et se transforme parfois en étranger. Mon téléphone vibra dans la poche de ma chemise à carreaux en flanelle. Je le sortis, supposant que Léo s'enquérait de notre arrivée. J'ajustai mes lunettes. L'écran brillait sous l'éclairage cru des néons de l'entrepôt. C'était bien un message de Léo, mais son contenu était tout autre. Il s'agissait d'un message groupé, mais je suis convaincu qu'il était destiné uniquement à sa femme, Manon. Papa, cette croisière est réservée à nous trois. Manon pense que tu es trop âgé. T'avoir sur le bateau serait une contrainte et, franchement, nous avons besoin de notre espace. Uniquement la famille. Navré, mais ton nom ne sera pas sur la liste des passagers. Je restai les yeux fixés sur l'écran. Les lettres se brouillèrent, non de larmes, mais d'une brusque montée de tension. Je ressentis un coup sourd dans ma poitrine, comme un coup de masse sur une charpente. Uniquement la famille. Ces mots résonnaient en moi. Mon regard se posa sur le terminal de paiement. Traitement. Indiquait l'écran. Les points de suspension défilaient. En une fraction de seconde, l'ensemble de ma relation avec mon fils se présenta à moi, non comme un film, mais comme un bilan financier. Je revis les frais de scolarité, les apports pour ses voitures, la fois où je l'avais sauvé de ses dettes de carte de crédit à 25 ans. Et je revis ma signature sur un document, il y a 6 mois à peine. Le terminal bipa. Transaction approuvée. Retirer la carte. Chloé sourit, s'apprêtant à imprimer le reçu. Annuler tout, dis-je. Ma propre voix me parut étrangère, basse et graveleuse, comme du ciment dans une bétonnière. Chloé suspendit son geste. « Excusez-moi, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle, son sourire vacillant. Je saisis ma carte. Ma poigne était si forte que mes phalanges blanchirent. Annuler cette transaction. Annuler la commande, immédiatement. Stéphane s'approcha, perplexe. « Jean, qu'est-ce qui te prend ? L'équipe est déjà chez Léo. Ils viennent de démonter l'ancienne terrasse. La structure est à vif. Il nous faut ce bois pour la couvrir avant l'orage de ce soir. » Je me tournai vers lui. Nous avions collaboré pendant 15 ans. Il me considérait comme un homme de parole, un homme qui menait toujours ses projets à terme.
Mais l'homme qu'il voyait aujourd'hui n'était plus un entrepreneur. C'était un créancier face à un débiteur moralement insolvable. « Appelle-les, Stéphane », ordonnai-je d'une voix glaciale. « Dis-leur de tout remballer. De laisser les décombres sur place. »« Tu ne peux pas faire ça, Jean. » protesta-t-il. « Laisser une terrasse ouverte en Provence avec ce temps, c'est la porte ouverte aux infiltrations. Ça va attaquer les fondations, pourrir la lisse de rive. Les dégâts pourraient se chiffrer en milliers d'euros. » Je le fixais. Une rage froide m'envahissait, une sensation de glace dans les veines. Ce n'est pas ma demeure, Stéphane, donc ce n'est pas mon problème. Je me retournai vers Chloé. Elle pianotait fébrilement sur son clavier, le visage blême. « C'est annulé, monsieur Dubois », chuchota-t-elle en me tendant le ticket. Je le pris. Ce simple bout de papier me semblait plus lourd que la commande de bois. Pour la première fois en une décennie, je venais de dire non à Léo, et cette sensation était grisante. Je quittai le négoce sans un regard en arrière. Les portes automatiques s'ouvrirent sur l'air frais et humide. D'ordinaire, ils ravivaient mes douleurs articulaires, mais aujourd'hui, seule l'adrénaline circulait. Je m'installai dans mon robuste pick-up. Un véhicule plus ancien, mais impeccablement entretenu, comme toutes mes possessions. Je restai là, moteur coupé, à écouter la pluie marteler le toit. Je relus le message. Uniquement la famille. J'étais donc le financier, le portefeuille, le filet de sécurité, mais pas la famille. Je mis le contact. Je ne pris pas la direction de ma maison, mais celle de l'autoroute. Je devais la voir, cette maison où ma présence était indésirable. Sur la route, sous le rythme hypnotique des essuie-glaces, des souvenirs enfouis refirent surface. Ce jour, 6 mois plus tôt, à l'agence bancaire. Léo et Manon, face à la conseillère, semblaient être des enfants apeurés. Ils allaient perdre la maison. Léo avait perdu son emploi, et Manon n'avait pas ajusté son train de vie. 3 mensualités de retard. La menace d'une saisie immobilière. Il m'avait appelé, en larmes, non pour un conseil, mais pour un sauvetage. « Papa, il nous faut juste un garant », avait supplié Léo. « Juste pour renégocier le prêt. J'ai un nouveau poste en vue. Je m'occuperai des mensualités. Ton excellente cote de crédit nous garantirait un meilleur taux. » Je me souvins de la conseillère, Valérie Leblanc, une femme perspicace. Elle m'avait averti, « Monsieur Dubois, se porter caution n'est pas une simple formalité. Vous engagez votre pleine responsabilité. Au moindre impayé, la banque se retournera contre vous. En cas de défaut de paiement, nous prendrons vos biens. » Mon regard s'était posé sur Léo, les yeux embués de larmes, puis sur ma petite fille endormie dans son couffin. Et j'avais signé. J'avais mis en jeu mon nom, ma réputation financière et mon avenir pour un prêt de 150 000 euros. Et 6 mois plus tard, il s'offrait une croisière de luxe dans les Caraïbes, une croisière, familiale, dont j'étais exclu. J'entrais sur l'autoroute. Malgré le trafic, je conduisais avec une détermination féroce. Mon esprit tournait à plein régime. S'ils avaient les moyens d'une telle croisière, ils avaient les moyens de refaire leur terrasse. Mais quelque chose clochait. Léo m'avait récemment confié être à court d'argent. Il m'avait même demandé de payer l'assurance de son SUV en attendant une commission. Comment pouvait-il alors financer 3 billets sur une ligne de croisière de prestige? L'évidence me frappa avec la violence d'un coup de poing. Non seulement il m'écartait, mais il le faisait avec mon argent. J'arrivai 20 minutes plus tard. C'était une jolie maison de campagne, dans un quartier agréable. J'avais moi-même vérifié les fondations avant l'achat, 5 ans auparavant. J'avais posé les nouvelles fenêtres pour leur économiser la main-d'œuvre. Je me garai plus loin. L'équipe de Stéphane chargeait son camion. L'arrière de la maison était un champ de ruines. Les planches de l'ancienne terrasse gisaient dans le jardin. La porte-fenêtre s'ouvrait sur un vide de plus d'1 mètre au-dessus de la boue. Une vision de chaos. Parfait, pensai-je. Qu'ils vivent dans la gadoue. Le camion de Stéphane partit. Le silence retomba. La voiture de Léo était là. Il était donc à l'intérieur, à l'abri de la pluie, à l'abri de ses responsabilités. Je ne suis pas allé frapper. Je ne voulais pas le voir. Une confrontation directe aurait pu me faire commettre l'irréparable.
Je devais agir avec méthode, avec une précision chirurgicale. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire. En tant que garant, j'avais accès au compte du prêt. Je me connectais. Mes mains ne tremblaient plus. Je consultais l'historique. Les paiements étaient là, souvent en retard, mais effectués. Puis je vis l'impensable. Un retrait sur la ligne de crédit hypothécaire. Lors de la renégociation du prêt, la banque avait ouvert cette ligne de crédit, une réserve d'urgence pour les grosses réparations ou les frais médicaux. Un retrait avait été effectué 3 jours plus tôt. 25 000 euros. Transféré à une agence de voyage. Un rire sec et sans joie m'échappa. Ils avaient utilisé la valeur de la maison, une valeur que j'avais moi-même sauvée et garantie, pour financer des vacances dont j'étais banni. Ils festoyaient sur mon crédit. Je regardais de nouveau la maison. Ce n'était plus un foyer. C'était un passif. Je pensais à Manon, ma belle-fille. Toujours souriante quand elle avait besoin de quelque chose, toujours prise d'une migraine quand je passais à l'improviste. Trop vieux. Un fardeau. J'avais 70 ans, de l'arthrite, c'est vrai, mais je me levais encore à l'aube. Je gérais mes biens. Mon esprit était encore capable de calculer des charges structurelles en un clin d'œil. Et je savais précisément comment raser une maison sans le moindre coup de marteau. Je remis le contact. Je ne rentrais pas chez moi. J'allais voir la seule personne en ville aussi froide et déterminée que moi, mon avocat, Nicolas Lefebvre. Je pris la direction du centre-ville de Lyon. La pluie redoublait, lavant la ville, mais pas le dégoût qui m'habitait. Un autre père aurait eu le cœur brisé. Il serait rentré pleurer, se demandant où il avait échoué. Il aurait envoyé un message, supplié pour une explication, pour être inclus. J'avais dépassé ce stade. J'étais sur le terrain des conséquences. Dans le bâtiment, quand un client cesse de payer, on ne continue pas les travaux en le suppliant. On arrête tout, on sécurise le chantier, on dépose une hypothèque légale. Léo et Manon venaient de cesser de payer le loyer de mon respect. J'allais donc hypothéquer leur existence. J'arrivais au pied de la tour de bureau de Nicolas. Je garai mon pick-up entre une Mercedes et une Audi. Mes bottes de travail résonnèrent sur le marbre du hall. Peu m'importait. J'avais de l'argent et une mission. La réceptionniste leva la tête. « Monsieur Dubois, vous avez rendez-vous ? Dites à Nicolas que je suis là, coupez-je. Dites-lui que je veux lancer une saisie immobilière. » Elle écarquilla les yeux. « Une saisie ? Je vous croyais retirer des affaires de crédit, monsieur Dubois. » Je m'appuyai sur son bureau. Je reprends du service. Juste pour aujourd'hui. Je m'assis dans un fauteuil de la salle d'attente. Je repris mon téléphone. Pas de réponse à Léo. Le silence est une arme redoutable. Laissez-le croire que je n'ai pas vu son message, que je suis un vieil homme distrait. Laissez-le savourer sa petite victoire. J'ouvris ma galerie photo. Je passai les clichés de ma petite fille, ceux du dernier Noël où je leur avais offert des tablettes neuves. Je trouvai la photo des documents du prêt. Je zoomai sur les clauses en petits caractères. Article 14, section B. Fausse déclaration de revenus. Je me souvins de Léo affirmant à la conseillère qu'il gagnait 120 000 euros par an. Il avait fourni des fiches de paie. Mais je savais qu'il était sans emploi depuis 3 mois. Je lui donnais 4 000 euros en liquide chaque mois pour l'aider. Il avait déposé cet argent et l'avait déclaré comme revenu de consultant. J'avais gardé le silence à l'époque. Je voulais qu'il obtienne ce prêt, qu'il soit à l'abri. Ce silence était maintenant rompu. C'était une fraude hypothécaire. En tant que co-signataire, je devais la signaler, sous peine de complicité. En la signalant, la banque ne se contenterait pas de le réprimander. Elle appliquerait la clause d'exigibilité anticipée. Elle réclamerait les 150 000 euros sur le champ. Il perdrait la maison. Je regardais la photo du contrat, puis le message de Léo. Uniquement la famille. Très bien, mon fils, pensai-je. Tu veux jouer à la famille. Laisse-moi te montrer comment le patriarche gère les affaires. La porte de Nicolas s'ouvrit. Vêtu de son costume 3 pièces, il avait l'air redoutable. Jean, dit-il, tu as la mine de quelqu'un qui s'apprête à commettre un meurtre.
Pas un meurtre, Nicolas, répondis-je en me levant. Une expulsion. Je pénétrai dans son bureau. La porte se referma, scellant le destin de mon fils, de ses vacances et de sa maison. Le tech était retourné au fournisseur, mais la véritable démolition ne faisait que commencer. Je suis resté immobile dans l'ombre du couloir, l'épaule contre le mur de placo que j'avais moi-même posé 5 ans plus tôt. Les rires provenant de la salle de cinéma m'inondaient comme une boue toxique. Ce n'était pas le son chaleureux d'une réunion de famille. C'était le son de conspirateurs célébrant un coup monté. Je pouvais les voir par l'entrebâillement de la porte. Mon fils Léo était affalé sur le canapé en cuir, un bras nonchalamment posé sur le dossier, l'autre tenant un verre de vin. Manon, à côté de lui, les jambes repliées, regardait ses parents avec un rayon de fierté que je ne l'avais jamais vu m'adresser. Pierre Moreau, le père de Manon, s'éclaircit la gorge. C'était un homme qui portait des ascos le mardi et parlait avec un accent parisien affecté bien qu'ayant grandi en banlieue. Il fit tournoyer son verre de vin. « Alors, Léo, dit-il d'une voix pleine d'importance, réexplique-moi le financement. Cette compagnie de croisière est du très haut de gamme. La suite royale seule doit coûter 15 000 €, plus les vols, plus les excursions. Je sais que tu as dit que les affaires reprenaient, mais c'est une sacrée mise de fonds. » J'observais Léo. J'observais mon fils, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, l'homme que j'avais sauvé de la faillite 3 fois, se tortiller sur son siège. Il but une longue gorgée de vin. « C'est réglé, Pierre, » dit Léo avec un sourire suffisant qui me retourna l'estomac. « Tu te souviens de cette ligne de crédit hypothécaire que la banque a ouverte quand on a refinancé il y a 6 mois? Celle sur laquelle Jean a insisté pour les urgences? » Pierre hocha la tête. « La ligne de crédit, oui. Un outil intelligent si on a la valeur nette. » Léo ricana. « Eh bien, on a beaucoup de valeur nette grâce à l'apport que Jean a fourni à l'origine et à la plus-value du marché. La ligne était là, inutilisée. C'était du gâchis. Manon et moi avons décidé que notre santé mentale était une urgence. On a retiré 30 000 € lundi. J'ai senti le sang quitter mon visage. 30 000 €. Ils avaient vidé la ligne d'urgence. Cet argent était destiné à un nouveau toit si les orages d'hiver étaient violents. Il était prévu pour remplacer la chaudière. C'était le filet de sécurité sur lequel j'avais insisté pour protéger le bien, pour protéger mon investissement. Et il l'avait liquidé pour une semaine de buffet et de coups de soleil. « Mais ce n'est pas techniquement votre dette, n'est-ce pas ?» demanda Monique, la mère de Manon. Elle picorait dans un plateau de fromage fin. « Je veux dire, puisque Jean est le principal co-signataire, est-ce que ça n'impacte pas son taux d'endettement plus que le vôtre ?» Manon rit. « C'est ça qui est génial, maman. Jean a un crédit impeccable. Il a tellement d'actifs qu'un prélèvement de 30 000 € ne fait même pas une bosse sur sa cote. Il verra probablement le relevé, supposera que c'était pour des réparations de la maison, et paiera les intérêts comme il le fait toujours. Il est en pilote automatique. Tant qu'on maintient le solde principal sous la ligne rouge, il ne posera jamais de questions. Il fait trop confiance à Léo. » Elle le dit avec une cruauté si désinvolte. Il fait trop confiance à Léo. Ce n'était pas un compliment. C'était l'évaluation d'une faiblesse à exploiter. Je serrai le chambranle de la porte si fort que je crus que le bois allait se fendre sous mes doigts. Ils comptaient sur mon amour. Ils utilisaient mon instinct paternel de protection comme un instrument financier pour financer leur style de vie. Mais la conversation ne s'arrêta pas là. Elle a dévié et le sujet est devenu moi. « Tu sais, » dit Pierre en mettant un grain de raisin dans sa bouche, « c'est dommage que j'en ai pas pu venir. Je veux dire, pas vraiment, mais ça aurait été poli de le lui proposer. Il est seul après tout. » Manon se moqua. Elle posa son verre de vin sur la table basse avec force. « Oh, s'il te plaît, papa. Tu imagines Jean sur une croisière de luxe? Il se pointerait au dîner de gala en chemise de flanelle et bottes de travail. Il se plaindrait du prix des cocktails. Il passerait tout son temps à inspecter les menuiseries du navire et à dire au capitaine comment il l'aurait mieux construit. C'est une honte. Léo ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit que j'avais construit cette pièce dans laquelle ils étaient assis. Il n'a pas dit que mes chemises en flanelle étaient propres et que mes bottes étaient honnêtes. Il a juste hoché la tête. « Ouais, il s'aggrave, » dit Léo.
Il devient ce vieil ermite grincheux. Il vient ici et commence à inspecter les plaintes pour voir s'il y a de la poussière. Il juge tout ce qu'on achète. C'est épuisant. Je veux juste une semaine où je n'ai pas l'impression d'être audité par un entrepreneur. Je veux me détendre avec des gens qui comprennent la culture. Des gens qui savent apprécier les bonnes choses. Il leva son verre vers Pierre et Monique. À la famille, dit-il. À la vraie famille. La vraie famille. Les mots flottaient dans l'air, lourds et venimeux. J'ai regardé Pierre et Monique. Ils n'avaient jamais contribué d'un centime à cette maison. Ils n'avaient jamais réparé une fuite. Ils n'avaient jamais tondu la pelouse. Ils se pointaient pour les fêtes, buvaient le bon vin et repartaient. Et ils étaient la vraie famille. J'étais juste le personnel, l'homme d'entretien, la banque. Je voulais entrer en trombe. Je voulais renverser la table. Je voulais crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais je suis resté immobile. J'ai forcé ma respiration à ralentir. La rage est un incendie, mais la vengeance est une structure. Il faut la construire brique par brique. Et pour la construire, il me fallait plus de matériaux. Il me fallait le point de rupture structurelle. Et puis Léo me l'a donné. Il a sorti un dossier de sous la table basse. Il l'a jeté à Pierre. « Regarde ça », a dit Léo. La banque a finalement envoyé les copies des documents de clôture du refinancement. Je voulais revérifier le taux d'intérêt avant notre départ. Pierre a ouvert le dossier. Il a ajusté ses lunettes de lecture. Il a parcouru les pages. Impressionnant, murmura-t-il. 150 000 €. Et tu as obtenu un taux de 3,5%. C'est du jamais vu avec ton historique de crédit, Léo. Sans vouloir t'offenser. Pas de problème, dit Léo. C'est la magie de Jean Dubois. Sa cote est excellente. Mais voici le clou du spectacle. Regarde la page de vérification des revenus. Pierre a tourné la page. Il a plissé les yeux. Attends une minute. Il est écrit ici que ton revenu annuel est de 140 000 €. Honoraire de consultant. Léo, je pensais que tu étais entre deux emplois quand tu as signé ça. Je pensais que tu faisais du travail en freelance, mais rien à ce niveau. Léo rit de nouveau. C'était la partie risquée. J'étais au chômage. J'avais 0 revenu. Mais Jean, le bon vieux Jean, il me donnait 4 000 € par mois en espèces pour aider avec les factures pendant que je cherchais du travail. J'ai pris cet argent, je l'ai déposé sur mon compte professionnel et j'ai généré de fausses factures à moi-même. Je l'ai annualisé et je l'ai appelé revenu de consultant. Pierre leva les yeux, les siens grands ouverts. Est-ce que c'est légal? Léo haussa les épaules. C'est une zone grise. La conseillère bancaire n'a pas regardé de trop près parce que le nom de Jean était en haut de la ligne. Ils ont vu ses actifs. Ils ont vu son historique et ils ont approuvé sans discuter. Si j'avais demandé seul, ils m'auraient ri au nez. La réputation de Jean était le bouclier. J'ai juste glissé mon petit mensonge derrière. Manon est intervenue, caressant le bras de Léo. C'était brillant, vraiment. On a sauvé la maison. On a eu l'argent de la rénovation. Et maintenant on a l'argent des vacances. Et Jean pense qu'il aide juste son fils en difficulté à se remettre sur pied. Il n'en a aucune idée. Il a en gros co-signé un prêt basé sur un revenu fantôme. Monique gloussa. Ça ressemble à de la fraude, mon cher. Ce n'est de la fraude que si tu fais défaut, dit Léo, balayant son inquiétude. Et on ne fera pas défaut. Tant que Jean continue de payer l'assurance et les impôts et d'aider avec une facture bizarre, on peut faire les paiements minimums. On se contente de surfer sur sa vague jusqu'à ce qu'il casse sa pipe. Ensuite, la maison est à nous, libre de toute dette, et l'assurance vie rembourse le prêt. C'est un jeu de patience. J'ai cessé de respirer. L'air dans la cage d'escalier semblait soudainement raréfié. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon crédit. Ils avaient commis un crime. Fraude hypothécaire. Gonfler ses revenus sur une demande de prêt fédéral et ils avaient utilisé mon nom, ma réputation impeccable comme couverture pour leur crime. Si la banque découvrait, le prêt serait immédiatement exigible. C'est ce qu'on appelle la clause d'exigibilité anticipée.
La fraude est un événement de défaut, et Léo venait de l'admettre. Il s'en était vanté. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je l'avais mis en mode enregistrement quand j'étais descendu, au cas où. J'ai vérifié l'écran. Le chronomètre rouge tournait. 6 minutes et 40 secondes. J'avais tout. L'aveu du vol de la ligne de crédit, l'aveu de la fabrication des revenus, la déclaration explicite qu'ils attendaient que je meure. J'ai appuyé sur stop. Mon pouce tremblait, non pas de peur, mais de l'ampleur de la trahison. C'était absolu. C'était total. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je les ai regardés une dernière fois. Ils étaient heureux. Ils trinquaient. Ils planifiaient leurs excursions à Nassau. Ils ressemblaient à une famille heureuse et prospère. Tout cela n'était qu'un mirage, une façade construite sur une fondation de mon argent et de leurs mensonges. Je me suis retourné lentement. J'ai posé mes pieds avec précaution sur les marches. Je ne voulais pas qu'un grincement me trahisse. Je ne voulais pas de confrontation. Une confrontation leur donnerait une chance de supplier. Elle leur donnerait une chance de jouer les victimes. Je voulais être un fantôme. Je voulais disparaître de leur vie si complètement que le vide ferait s'effondrer leur monde entier. J'ai atteint la cuisine. C'était toujours calme. Le réfrigérateur bourdonnait. Les factures impayées étaient sur le comptoir. Je me suis dirigé vers la porte arrière. Je l'ai ouverte et je suis sorti sous la pluie. L'eau froide me semblait être un baptême. Je l'avais le père que j'avais été. Le père qui excusait, le père qui permettait, le père qui espérait. Cet homme était mort. Il était mort dans ce sous-sol. L'homme qui marchait vers le pick-up était différent. C'était un entrepreneur général qui venait de découvrir un défaut structurel terminal dans le bâtiment. Et il savait qu'il n'y avait qu'un seul remède, la condamnation. Je suis monté dans mon véhicule. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai tourné la clé et le moteur a vrombi. Je n'ai allumé les phares que lorsque j'étais au bout de la rue. J'ai conduit sous la pluie, l'esprit clair et vif. J'avais l'enregistrement. J'avais connaissance du prélèvement sur la ligne de crédit. Je savais pour les revenus falsifiés. Je n'allais pas seulement retirer mon nom du prêt. C'était impossible maintenant. Le prêt était déjà financé. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus définitif. J'allais signaler la fraude. J'allais me dénoncer en tant que cosignataire qui avait découvert des anomalies. Je plaiderais l'ignorance de sa fabrication de revenus. Je leur montrerais les relevés bancaires, prouvant que les revenus étaient en fait mes dons. La banque n'aurait pas le choix. Elle exigerait le remboursement de la note. Elle demanderait la totalité des 150 000 € dans les 30 jours. Léo n'avait pas 30 jours. Il n'avait pas 30 €. Il perdrait la maison. Il perdrait sa cote de crédit. Il ferait face à une potentielle enquête fédérale. Et le meilleur de tout, je me suis arrêté à un feu rouge et j'ai regardé l'horloge numérique sur le tableau de bord. Il était 14 heures. La date limite de remboursement de la croisière était dans 48 heures. Si j'agissais vite, si je bougeais avec la vitesse d'un homme qui n'a plus rien à perdre, je pouvais m'assurer qu'à leur retour de voyage, ils ne reviendraient pas à une maison. Ils reviendraient à un cadenas sur la porte. Mais attendez, pourquoi attendre leur retour? J'ai souri, un sourire sinistre et serré dans le rétroviseur. J'ai pris mon téléphone et j'ai recomposé le numéro de Nicolas. Nicolas, ai-je dit quand il a répondu, changement de plan. Je ne veux pas seulement saisir. Je veux rencontrer le service des fraudes de la banque aujourd'hui. Et Nicolas, appelle l'agence de voyage. J'ai besoin de connaître la politique d'annulation pour une croisière réservée sur une carte dont je suis le titulaire principal. Il y eut une pause. Puis la voix de Nicolas est revenue, pleine d'admiration professionnelle. Jean, tu vas raser la terre. Non, Nicolas, ai-je dit en m'engageant sur l'autoroute. Je nettoie juste le terrain. J'ai quelques ordures à enlever.